Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Rose Mariton. J'ai rencontré Rose l'année dernière car elle a été nommée Femme Forbes en 2024 à mes côtés et elle a déjà eu plusieurs vies professionnelles alors que c'est une jeune trentenaire. Elle a d'abord fait du conseil stratégique pour les entreprises, puis a fondé Coquillette Club, des aventures enquête pour les 3-7 ans autour de l'alimentation et vient de se lancer en politique car elle est candidate au municipal. Après avoir fait l'ESSEC, Rose devient consultante en stratégie chez McKinsey, un prestigieux cabinet de conseil. Mais après quelques années, son engagement écologique et ses valeurs sont plus fortes et elle décide de tout plaquer du jour au lendemain sans rupture conventionnelle. C'est en devenant maman qu'elle a l'idée de fonder Coquillette Club pour aider les enfants à mieux manger. Elle s'associe même, mais décide finalement de tout arrêter car elle ne voit pas d'avenir financier à la hauteur de ses espérances. Aujourd'hui, Rose est candidate au municipal à Crest dans la Drôme et est investie dans le parti politique Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Alors avec Rose, on a évoqué son engagement écologique, pourquoi il est essentiel pour elle d'avoir un métier aligné avec ses valeurs, pourquoi elle a décidé d'arrêter Coquillette Club et comment elle vit le fait que son associé ait continué sans elle, et pourquoi elle pense qu'il est essentiel que des femmes comme elle s'engagent en politique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Rose. Bonjour Rose, bienvenue dans Oser la reconversion. Coucou, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, déjà, merci de me recevoir. Alors, moi, je m'appelle Rose Mariton, j'ai 34 ans. J'habite entre Paris et la Drôme et j'ai 2 enfants qui ont 3 et 5 ans. Et après un parcours dont on va parler, aujourd'hui, je suis à mon compte et je fais de l'accompagnement en stratégie d'entreprise. Et tu vas bientôt te lancer en politique aussi ? Et je vais bientôt me lancer en politique. Enfin, je suis lancée même. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça rapidement, puisque c'est un petit peu ton actualité ? Oui, alors là, en tout cas, au moment où on enregistre, en plus, c'est très, très d'actualité. Mais donc, il y a 2 choses. À la fois, moi, je suis engagée au national politiquement dans un parti politique qui s'appelle Horizon, qui est le parti d'Édouard Philippe, donc un parti de centre droit. Et je réfléchis sur les sujets qui me parlent le plus, notamment autour de l'alimentation et de l'agriculture et le sujet de l'égalité femmes-hommes. Et en parallèle, dans la Drôme, je m'engage pour les prochaines municipales et donc je vais être dans la liste de la maire sortante pour dans une petite ville qui s'appelle Cray et qui va bientôt élire sa maire au municipal 2026. Bon, super en tout cas. Et c'est vrai que tu as déjà fait plusieurs reconversions. Tu as commencé d'abord par une classique école de commerce, j'ai envie de dire. Tu étais un petit peu dans le parcours classique. D'abord, tu as fait l'ESSEC et puis ensuite, tu as fait du conseil en stratégie aux entreprises dans un cabinet. Alors, pourquoi une école de commerce et pourquoi du conseil en stratégie ? Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un parcours classique. Enfin, c'est même un parcours très classique, école de commerce, conseil en stratégie. Mais en fait, dans mon cadre familial, c'est pas du tout classique. Mes parents, ils sont ingénieurs. Enfin, ils ont pas du tout fait d'école de commerce. Il y a personne. Le monde dans lequel j'ai vécu est pas tellement le monde de l'entreprise. Et c'est une des choses qui m'a le plus frappée quand je suis arrivée à l'ESSEC, donc l'école de commerce, parce que je me suis dit, je connais rien à ce monde-là, en fait. Donc, d'une certaine façon, c'était déjà un peu nouveau pour moi et ça l'était pas tellement pour les gens autour de moi puisque assez malheureusement, en école de commerce, il y a quand même une très, très grosse représentation d'enfants de cadres. Soit ils sont enfants de cadre, soit ils sont enfants de profs, quoi, en général. Il y a pas beaucoup de variété. Que tes parents, ils faisaient quoi exactement ? Alors mes parents, donc mon père, il fait de la politique. Il est toujours élu, mais à l'époque, il était député-maire. Il a été député-maire pendant 30 ans. Et ma mère, elle est chercheuse en informatique et elle est spécialisée sur le numérique et sur l'éthique du numérique. Et du coup, c'est 2 personnes qui ont toujours travaillé dans le public et du coup qui connaissent les entreprises, mais vraiment aucun des 2 n'a jamais travaillé dans le privé. Et donc moi, j'ai choisi de faire une école de commerce parce que justement le privé, ça m'attirait. Enfin, pas tant le privé, mais l'économie, ce que l'entreprise apporte à la société. Le côté très concret un peu de l'entreprise. Puis aussi, c'est très généraliste en fait. Et comme je savais pas exactement ce que je voulais faire et que tout m'intéressait, une école de commerce, c'était plutôt une bonne façon de commencer, quoi. Et eux, ils t'ont plutôt encouragée dans cette voie ? Alors,
Oui, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ils auraient préféré que je fasse une école d'ingé, de façon évidente. Mais bon, ils ont bien senti que j'avais pas envie. Et après, je suis quand même, enfin, j'ai quand même été acceptée à l'ESSEC, qui est la deuxième meilleure école de commerce. Donc, du coup, ils étaient pas malheureux. Mais en vrai, ils auraient préféré que je fasse une école d'ingénieur. Et après, ce qui est rigolo, c'est qu'en sortant de l'ESSEC, j'ai commencé à travailler en conseil. Et donc, j'ai rejoint McKinsey, qui est juste le number one, quoi, des cabinets de conseil. Et pareil, je me rappelle avoir appelé mes parents. Et je me rappelle de mon père qui était un peu, ouais, c'est bien, hein, McKinsey, mais bon, le conseil, quoi. Il y avait vraiment ce truc de là où c'était vraiment la boîte qui faisait rêver tous mes copains de promo. Moi, mes parents, ils étaient un peu genre, ouais, bon, on sait que c'est bien, donc c'est bien sur le CV, hein, mais c'est pas franchement ce dont on rêverait la nuit pour toi, quoi. Ouais, et c'est marrant parce que on y reviendra après, mais justement, t'es un petit peu allé contre le fait d'aller en politique comme ton père, et puis finalement tu y es bien. Donc c'est marrant un petit peu. J'ai passé 30 ans à dire que c'était un très beau et enfin, que c'est important la politique, que c'est un beau métier quand c'est un métier. J'ai beaucoup de respect pour ce monde-là, ce qui est déjà pas le cas de beaucoup de personnes. Mais j'ai vraiment passé plus de 30 ans, parce qu'on me posait souvent la question, évidemment, à dire ah non, pas du tout. Ça m'a même pas traversé à l'esprit. Enfin, je me suis jamais dit que j'allais faire Sciences Po ou du droit, enfin quelque chose qui avait un peu un rapport avec le sujet, quoi. Et alors, donc, toi, tu te lances, donc tu fais un peu tout ce qui est bien la bonne élève, tout ce qu'il faut faire. Et comment tu le vis après, quand tu étais en cabinet? Est-ce que ça te plaisait? Alors, du coup, je suis partagée. En fait, en gros, ça me plaisait dans le sens où moi, je suis très curieuse, et ce qui est génial avec le conseil, c'est qu'on fait des choses différentes tout le temps. Et qu'en gros, tous les mois ou 2 mois ou 3 mois, selon la durée de la mission, je changeais de sujet, je changeais potentiellement un peu de secteur, enfin, de changer de personne avec qui je travaillais. Et moi, ça, j'adorais. Et je travaillais avec des gens quand même vraiment brillants et qui m'ont beaucoup appris et formé. Donc, de ce point de vue-là, j'adorais. Après, quand même, quand je me retrouvais en train de faire mes Excel et en train d'aligner mes petites boîtes, et qu'il était 22h30 et que j'avais qu'une envie, c'était de me coucher, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais moi, quoi?» Vraiment, bon, surtout quand on est très junior et que du coup, on n'est pas vraiment dans une logique client relationnelle et qu'on est juste vraiment en train d'aligner des boîtes et de faire des calculs, pas toujours passionnants sur Excel, quoi. Mmh, voilà. Et après, en fait, fondamentalement aussi, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'est que, moi, j'ai rejoint, McKinsey en 2016 et assez vite vers, ouais, 2017, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux enjeux liés à l'écologie, plus dans ma vie quotidienne, en fait. Donc, j'ai commencé à être végétarienne, j'ai, commencé à réduire mes déchets de façon assez drastique, à repenser un peu tous mes modes de consommation. Après, c'était assez facile, j'avais pas d'enfants, enfin, j'étais assez, maîtresse de ma consommation d'une certaine façon, plus que quand on a des enfants. Et en fait, du coup, je me suis dit: «Mais ça, c'est devenu tellement important pour moi». Je repensais mon alimentation, la façon dont je m'habillais et cetera. Qu'à côté de ça, faire des projets, qui ont zéro impact positif sur le monde, ça va pas, quoi. Je peux pas faire, prôner des valeurs vraiment dans mon quotidien très fortement et travailler, pour une boîte qui est pas du tout, enfin, c'est pas du tout le modèle, quoi, et pas du tout orientée autour de ça. J'ai commencé à essayer de développer des projets, autour de l'agriculture et de l'alimentation, parce que ça, c'est encore ce qui s'en rapprochait le plus, des thématiques environnementales. À l'époque, en fait, on parlait pas encore beaucoup de, d'écologie. Enfin, il y a eu un changement vers 2019-2020, mais quand j'y étais, c'était vraiment pas un truc dont les gens parlaient. Il y avait pas encore eu Greta Thunberg et tout ça. Et donc j'ai fait des projets autour de l'alimentation et de l'agriculture parce que ça s'en rapprochait, mais en vrai, je me retrouvais à faire des plans de réduction de coûts pour du secteur agroalimentaire, quoi. Et donc c'était pas vraiment ma vision de l'écologie. Donc voilà, c'est vite, enfin, de plus en plus, je me suis dit que ça allait pas le faire, quoi. Ouais, t'avais une dissociation un peu entre ce que toi t'avais au fond de toi et puis finalement ce que tu faisais au quotidien parce qu'il fallait gagner de l'argent, quoi. Ouais, et du coup, ça fait aussi que ça te rend pas bon. Enfin, je veux dire, bon, je suis arrivée chez McKinsey en étant vraiment, enfin, il y a des entretiens, très compliqués à passer et je les avais super bien préparés et honnêtement, j'ai super bien réussi mes entretiens. Enfin, je suis un peu arrivée, au top. Et en fait, plus ça avançait, plus, bah, j'étais pas motivée, et moi, quand je suis pas motivée, je fais pas bien les choses. Ouais, tu t'éteignais en fait. Ah ouais, ouais, vraiment, enfin, et je m'éteignais, et à côté de ça, j'avais un feu intérieur, et aussi extérieur, enfin, que mon entourage,
mes amis, ma famille ressentaient beaucoup, qui était plutôt dans mes convictions, mes envies de faire bouger les choses. Ça paraît bête dit aujourd'hui parce qu'en fait maintenant c'est des choses auxquelles on est habitué, mais par exemple faire ses courses en vrac à l'époque ça n'existait pas, enfin ou quasiment pas. C'est pas non plus les années 2000, mais c'était vraiment le tout début. Et du coup, bah, j'avais ce truc, cette espèce de motivation. Et après, au quotidien, et le quotidien pouvait être assez long et durer assez tard. Et comment tu as été sensibilisée à ça, à toute cette dimension écologique? Comment ça t'est venu? Moi, c'est venu par l'alimentation. Parce que, à l'origine, en fait, c'est venu par un problème de santé. Enfin, en gros, j'avais, des je pense que lié au stress fondamentalement, du psoriasis. C'est des petits boutons, que tu as, partout sur le corps et vraiment j'en avais beaucoup. Alors après, c'est pas sur le visage donc, en fait, tu mets des manches longues mais bon, quand c'est en été, mettre des manches longues, c'est un peu pénible et en fait, en me renseignant un peu sur, comment traiter ça, il y avait un des aspects qui était autour de l'alimentation. Et donc j'ai commencé à creuser, notamment il fallait, arrêter de manger du lactose, enfin, là c'était un peu aussi le moment où il y avait toute la mode du sans gluten, sans lactose et tout et j'ai commencé à creuser tout ça et en fait, in fine, j'ai pas du tout continué dans un délire, sans lactose, sans gluten, mais ça m'a mis dans ce mood-là d'alimentation saine et en fait, en allant vers ça, tu à l'époque, tu arrivais assez vite sur, faire soi-même ses trucs et donc sur une dimension écologique, sur du vrac, sur du végétarien. Moi, j'aimais de toute façon, ça je mange pas de viande depuis que j'ai 10 ans, mais pour, vraiment des raisons de goût. Ça avait rien à voir avec l'écologie, mais du coup, ça s'alignait plutôt bien et en fait, ça a un peu découlé comme ça et moi, quand il y a un truc qui m'intéresse, bah, j'ai tendance à tirer la pelote de plus en plus et à être très enthousiaste et donc ça a élargi de plus en plus et en fait, ce qui était au départ un sujet de santé, l'aspect santé est assez vite parti, quoi. Ouais. Et c'était le stress de ton travail qui causait ça, tu dirais, avec le recul? Oui, je pense parce que ça, je suis pas médecin donc c'est un puis je connais rien donc bon, mais oui parce que alors ça s'appelle le stress du travail. Mais ça peut aussi être, les horaires, vraiment, pas génial, qui font que, tu te couches tard, tu te lèves tôt, enfin, du coup, tu dors pas assez. Tu fais beaucoup de trajets. Enfin, je pense que c'est une hygiène de vie, globalement. C'est vrai que moi, à titre perso, quand j'étais avocate, j'étais tout le temps malade. J'avais beaucoup d'infections urinaires, tu vois, et j'ai fait aussi des ulcères. C'est lié au stress, je pense, et je pense que pareil, le rythme me convenait pas. Et j'étais tout le temps chez le médecin. Et le jour où j'ai arrêté, j'ai plus aucun problème, quoi. Donc c'est assez dingue. C'est le corps qui te dit un petit peu que il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais moi, je pense qu'il y avait un mix entre un espèce de burn-out dans le sens horaire, rythme de vie et cetera et du coup, tu te nourris mal, enfin, tout ça va ensemble et un bore-out, tu vois? Où même si je bossais pas, parce que je bossais pas non plus comme une malade en soi, bah, même dans ces situations-là, c'est un mix des 2, je pense. Ouais, oui, oui, oui. Tu sens qu'il y a autre chose qui t'appelle. Alors d'abord, tu as, commencé à essayer de travailler, toujours salarié, mais dans une autre boîte, un petit peu plus dans le domaine, qui te correspondait, puisque tu étais, responsable agri-solaire. Donc c'est un petit peu ce qu'on a envie d'essayer avant de se reconvertir. On se dit: «Bon, on va peut-être d'abord aller vers une boîte qui est plus, qui va plus correspondre à mes valeurs». Là, est-ce que tu as un petit peu ressenti, tu as ressenti du mieux, mais en même temps pas totalement ça? Alors, moi, j'avais déjà en fait, ce qui s'est passé, c'est que, quand j'étais chez McKinsey, enfin, j'ai démissionné, un peu démission sèche où, je suis arrivée le lundi, enfin, j'ai essayé de négocier une rupture conventionnelle, je l'ai pas eu et du coup, je suis arrivée le lundi, j'ai dit: «Bon, je pars». J'étais pas sur un projet, donc on m'a dit: «OK, tu pars vendredi». C'est vraiment comme ça que c'est passé. Moi, m'allait très bien, hein, parce que j'avais qu'une envie, c'était de partir. Mais vraiment, les gens, quand je leur ai annoncé, ils m'ont dit: «OK, tu pars quand?» Je leur ai dit: «Vendredi». Ils étaient là: «Mais, on est mardi, là». Cette histoire, mais comme tu as pas de projet, bon, tu as pas besoin de faire des passations, donc c'est pas vraiment gênant, en fait T'as et pas fait de pot de départ, tu ouais, alors parti du un coup, peu je suis comme ça? un peu partie comme ça, mais je me rappelle, quand je suis partie, j'ai envoyé c'est un truc qu'on faisait beaucoup chez McKinsey, j'ai envoyé un mail à toute la boîte, heu et aux gens avec qui j'avais travaillé dans les autres bureaux que le bureau parisien et dans ce message, j'expliquais qu'en gros, je démissionnais pour aller, dit simplement sauver la planète. Enfin, je l'avais écrit comme ça, mais en rigolant, mais je savais pas ce que j'allais faire et ça, déjà, c'était vraiment un saut dans le vide parce que, personne ne fait ça, en fait. Personne ne part d'une McKinsey sans savoir où il va. Soit tu pars parce que tu as une rupture conventionnelle, donc à la limite, tu sais pas ce que tu vas faire, mais ça va. Soit tu pars parce que tu as un poste
Et en fait, vraiment, moi, je partais le vendredi, je ne savais pas où j'allais. Après, j'ai trouvé hyper vite parce que, quelqu'un de Mac qui me connaissait bien et qui savait que j'étais engagée sur les sujets, environnementaux et cetera, pris un déjeuner avec un de ses copains qui lui a dit: «Je cherche quelqu'un» et bref, elle a fait le lien et puis voilà. Mais du coup, j'ai quand même été travailler dans une entreprise donc qui s'appelle Neoen qui fait des énergies renouvelables, qui était enfin moi l'énergie renouvelable, je connaissais rien. Donc d'une certaine façon, c'était quand même déjà un peu une reconversion dans le sens où, je connaissais rien au sujet, je connaissais rien à la boîte, c'était une boîte d'ingé. Moi, j'avais fait une école de commerce. C'était sur le sujet de l'énergie qui était pas du tout un sujet que je connaissais. Un sujet très technique alors que je suis plutôt quelqu'un d'assez, business et pas vraiment quelqu'un de technique. Donc j'ai quand même déjà eu l'impression que c'était un peu chaud, quoi. Mais, il attendait, de moi un rôle quand même de super consultante interne, donc ça allait, quoi. Et alors, pour revenir sur le sujet de ta démission, comment t'as pris la décision? Donc là, d'abord, t'essayes de négocier ta rupture conventionnelle. Bon, déjà, c'est bien de dire que parfois on n'en a pas parce que j'ai l'impression que tout le monde en a. Tu sais, quand on entend parler comme ça, il y a un peu ce côté, ah oui, moi je l'ai eu comme si c'était assez facile. C'est pas toujours facile de l'avoir. Et alors, est-ce que tu t'as préparé ça ou c'est le matin dans les transports, tu t'es dit là, je peux pas, il faut que je parte? Non, ça faisait déjà, plusieurs mois que j'y pensais. En fait, ça faisait même, 1 an parce qu'en donc moi, j'ai démissionné en juin 2019, mais en fait, j'étais partie 6 mois en Amérique du Sud avec mon copain, entre juillet, 2018 et janvier, 2019, quoi. Donc en gros, je suis rentrée. Lui, avait aussi envie de changer de boulot, mais alors pour le coup, son boulot le passionne enfin, c'est pas que ça le passionnait, mais il aimait beaucoup son boulot, mais il y avait un autre truc qu'il avait jamais essayé de faire. Lui, pour le coup, c'était un peu un ingé refoulé, quoi. Il a fait une école de commerce parce que c'était plutôt ça dans sa famille et en fait, depuis toujours, il se disait qu'il avait envie de faire autre chose. Donc lui aussi s'est reconverti et donc on était tous les 2 rentrés de ce voyage de 6 mois en Amérique du Sud sur le thème, on a quand même un peu envie de changer ce qu'on fait. Donc lui, il avait déjà identifié et puis il avait discuté avec ses managers et tout et voilà, il était parti faire ça. Et moi, j'étais sur le thème de, je vais rentrer chez McKinsey et je vais voir comment ça se passe. Et en fait, j'ai posé les pieds au bureau, je me suis dit: «Non, mais je vais partir». Sauf qu'on était en février, je commence à réfléchir à quoi j'ai envie, je savais pas du tout vers quoi. Je commence à me renseigner sur comment marchent les ruptures conventionnelles, à appeler un peu des copains qui étaient partis pour sentir un peu le truc. Et j'ai commencé à essayer de le négocier, en fait. Et le problème, c'est qu'on m'a dit: «Écoute, tu es à la fois ni assez senior, ni assez, incroyable pour qu'on ait envie de pour qu'on ait envie de te faire plaisir et de te donner cette rupture conventionnelle, mais tu es pas non plus assez mauvaise. Et du coup, en fait, nous, on a plutôt envie de te garder, donc on va pas te donner une rupture conventionnelle». Vraiment, il m'avait dit: «On les donne», enfin, il m'avait pas dit exactement comme ça, mais je l'avais compris. Soit on les donne aux gens, qui sont là depuis un certain temps et avec qui on a envie de garder des bonnes relations et puis voilà, soit on les donne aux gens, dont on a vraiment envie de se débarrasser et en fait, toi, on n'a pas envie de se débarrasser de toi. Enfin, genre, on est bien content de t'avoir, à l'époque, il y avait eu plein de business et tout, donc j'avais quand même 3 ans d'expérience, donc j'étais pas la toute petite junior. Enfin, du coup, il y avait quand même ce truc-là et en fait, j'ai senti que je l'aurais pas. Enfin, du coup, on m'a dit, que je l'aurais pas et là, j'avais pas trop le choix, quoi et du coup, soit je restais et je faisais en sorte qu'on ait vraiment plus envie de moi, enfin, ce dont je suis pas trop capable. Soit je restais en me disant: «Je vais chercher un poste en parallèle, mais je sais pas faire 2 choses en même temps». Soit je partais et je me libérais un peu, l'esprit pour aller chercher un boulot, quoi. Moi, j'arrive pas à chercher un boulot pendant que je travaille. Enfin, j'ai besoin d'être concentrée sur un truc, quoi. Ouais, en général, c'est difficile. Et alors, j'imagine, tu as dû te sentir soulagée quand tu as démissionné, mais en même temps un peu stressée? J'étais pas trop stressée parce que je me disais, «Bah, ça va quoi, j'ai quand même, un beau CV», mais c'est plus que je savais pas du tout, ce que j'allais faire et que ce qui m'intéressait, j'avais aucune expérience dedans. Donc j'ai commencé à postuler à des trucs, où, on me disait: «Bah, en fait, enfin, vous avez juste, aucune expérience sur ces sujets-là», donc ça marchait pas bien, quoi. Je regardais des structures de l'ESS, enfin des trucs comme ça avait rien à voir avec du conseil en stratégie, enfin, même si moi j'étais persuadée d'avoir les bonnes compétences, clairement, il y avait rien pour le prouver, quoi. Donc c'était plutôt ça qui était un peu compliqué, cette idée de, tu l'impression que toi tu pourrais faire le job, mais en fait tu pas la bonne case sur ton CV pour le faire, enfin pour convaincre la personne en face
Et c'est quelque chose qui s'est reproduit, plus tard, en fait, pour moi et ça, je trouve que c'est hyper dur, ce truc de, tu te dis que tu es bon pour le boulot, tu regardes la fiche de poste qui dit, «On veut tel profil» et tu te dis: «Mais c'est tout moi». Mais en revanche, en fait, ils cherchent aussi des lignes dans le CV, spécifiques, typiquement de connaissance du secteur et ça, bah, tu peux pas l'inventer, quoi. Ouais, personne veut te donner la première ligne. Et alors, ça s'est fait par relation? C'est ça que tu conseillerais, par exemple, aux auditeurs qui voudraient, comme ça, se reconvertir dans un autre domaine? En général, avec les relations, ça peut fonctionner comme ça a fonctionné pour toi? Moi, je pense que tous les, je pense que tout le la vie professionnelle se fait par relation. Ça, c'est aussi le cas, dans plein de secteurs, en politique, enfin, heu et pas dans le sens où souvent on l'entend dans le sens, il faut avoir, un bon carnet de base, être né avec une cuillère dorée dans la bouche et cetera. C'est pas ça. Pour moi, c'est ton réseau, tu te le crées, tout seul. Alors, tu peux aussi bénéficier, du fait que tes parents connaissent un paquet de monde, que ton frère, c'est une superstar de je sais pas quoi, j'en sais rien, tu peux bénéficier de tout ça. Mais en fait, c'est surtout ce que tu crées toi-même. Et je crois beaucoup à ça parce que soit ça peut être des personnes qui vraiment te proposent un poste ou te mettent en relation avec quelqu'un. Mais, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu entends parler d'un poste parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a partagé le poste et du coup, tu le vois apparaître sur ton feed LinkedIn, quoi. Et en fait, pour moi, en tout cas, à mes niveaux d'études, c'est le cas. Je pense que ça dépend peut-être aussi des études que tu fais, probablement des secteurs, et cetera. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment, hyper important, mais ça se développe. C'est pas un truc, enfin, faut pas être juste dans une espèce de un peu victimisation. Pas de réseau, du coup, comment faire? Non, ton réseau, oui, tu peux avoir des cartes, en main, plus faciles pour certaines personnes que pour d'autres, ça c'est évident, mais en vrai, tu le crées aussi, quoi. Et alors, donc t'as d'abord passé par cette boîte et j'avance un petit peu sur ton parcours parce que tu as fait pas mal de choses et donc après, tu as fondé Coquillette Club quand tu es devenue maman à peu près, donc tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, ça a été le grand saut encore, le plus grand saut encore. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as décidé de quitter le salariat pour lancer, ta boîte? Et est-ce que ça s'est fait en même temps que tu es devenue maman? Et puis aussi nous présenter Coquillette Club en même temps, rapidement. Ouais. Alors, déjà pour le contexte, j'avais déjà pensé à lancer une boîte en partant de McKinsey, mais comme je démissionnais, j'avais appelé des gens et je leur avais dit: «Mais qui avaient lancé une boîte» et je leur avais dit: «Mais comment tu as lancé une boîte?» et on me disait tous, ils me disaient: «J'ai eu une». Donc au bout d'un moment, j'avais conclu que c'était pas possible, sans avoir de rupture conventionnelle, avec, 0 € d'argent sur son compte en banque, quoi. Donc déjà il y a ça. J'avais déjà cette idée en tête et donc en fait, j'avais rejoint Neoen parce que le poste était hyper intéressant et ça avait un impact énorme parce que c'était des énergies renouvelables et j'étais directrice de cabinet puis responsable à Grille Solaire, donc je travaillais, avec des gens vraiment chouettes. Mais en vrai, c'était pas, ma passion dans la vie, quoi. Les énergies, c'est justement un truc très technique, qui c'est pas le truc qui m'appelait, quoi. Après, enfin, moi, je trouvais que c'est une expérience incroyable, hein, mais voilà, au bout d'un moment, quand même, est revenue cette idée-là, que, j'avais envie de monter une boîte et j'ai eu un premier enfant, quand j'étais chez Neoen, c'était au moment du covid, et quand je suis rentrée, j'ai changé de poste, donc voilà, j'ai commencé ma première maternité, j'étais, en poste et c'était plutôt très agréable parce que comme je travaillais directement avec le PDG, bah, le jour où je suis rentrée, je lui ai dit, «Je veux allaiter», il y a pas eu besoin de faire remonter l'info pour trouver, un endroit pour, tirer son lait, je sais pas quoi. En gros, il a dit à la RH, «Trouve-lui un endroit», quoi. Enfin, ça avait jamais été fait dans la boîte mais bon, ça l'a pas, dérangé et pareil, quand je lui ai d'ailleurs annoncé que j'étais enceinte, pareil quoi, je lui ai dit, il m'a dit: «Félicitations», il était trop content pour moi et puis terminé, bonsoir. J'ai pas du tout eu ce problème que peuvent avoir plein de femmes, de comment je l'annonce à mon boss parce qu'en fait, je pense souvent le boss, tu un boss au-dessus, quoi et moi, j'avais pas ça donc et par ailleurs, il était très ouvert à ça et tout, bref. Oui, il te connaît pas personnellement aussi, donc tu moins ce côté relation où tu es Ouais, content moi pour la j'avais personne. une Ouais. super bonne relation avec lui. Honnêtement, il pouvait un peu s'en douter parce que, j'étais mariée, depuis, 6 mois et lui, il était dans un schéma familial assez classique avec 4 enfants. Enfin, ça l'a pas étonné, quoi. Ouais et donc il était juste content pour moi et ça, c'était quand même absolument génial. Donc ouais, j'avais eu un premier enfant, au retour de congé mat, j'avais changé de poste et là, c'était quand même plus compliqué. C'était hyper intéressant, mais c'était quand même,
Heu, mon poste n'était pas très clairement défini, enfin c'était un peu compliqué à gérer et j'avais toujours cette idée-là et en fait, il y a eu un peu une réorganisation, au sein de l'entreprise et du coup, ils m'ont proposé des postes qui étaient vraiment intéressants, mais qui étaient pas à Paris et nous, on venait d'acheter un appartement et l'idée d'aller à Nancy ou à Toulouse, c'était pas trop notre truc et du coup, c'est retrouvé un peu le problème où l'entreprise avait envie de me garder, mais arrivait pas trop à me proposer quelque chose et du coup, moi, ce qu'on me proposait, ça allait pas et je sentais bien que il y avait rien d'intéressant qui m'intéressait moi et qui soit utile pour l'entreprise. On n'arrivait pas à trouver le bon truc et ça, c'est ce moment un peu compliqué où tu as des très bonnes relations avec les gens et cetera, mais en fait, tu te dis: «Bah là, vaut mieux partir d'une certaine façon, mais partir en bons termes et quitte à revenir plus tard» et du coup, bah, j'ai commencé à avoir cette discussion de partir. Il se trouve qu'à ce moment-là, mais je l'ai pas dit à mes boss au début, je venais de tomber enceinte. Et du coup, j'ai fini par leur dire, mais assez tardivement parce que je voulais pas, que ça influe sur, les discussions et notamment parce que je voulais pas plus tard me dire: «Ah mais on m'a pas, proposé ça ou ceci, cela parce que j'étais enceinte». Enfin, je voulais pas me faire un peu des films de genre, discrimination, parce que tu es enceinte. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai pas dit au début. Mais il n'empêche que, on a fini par trouver un accord où je pouvais partir, avec une rupture conventionnelle et par ailleurs en négociant quelque chose et donc je suis partie, heu, en étant enceinte de 4 mois et avec l'idée que je voulais créer une boîte, mais alors je savais pas quelle boîte. Mais j'avais envie de créer une entreprise. Je me disais: «En fait, il y a des problématiques dans la société», que ça soit des problématiques, moi, ce qui m'intéressait, c'était lié à l'écologie et à des problèmes environnementaux et sociétaux, mais tu peux te dire que ta problématique, c'est un truc du quotidien, très technique. Mais en gros, si tu as un problème, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de le résoudre. Pas de dire: «Ah, il y a un problème, c'est scandaleux, c'est machin». Donc pour moi, la meilleure chose à faire, c'était de créer une entreprise, et de se dire: «Bah, je vais créer une offre ou un produit qui répond à un problème». Il y avait des sujets qui m'intéressaient, donc j'ai commencé à creuser un peu tous les sujets, notamment l'alimentation parce que du coup, comme j'avais mon premier qui à l'époque avait, 1 an et que j'étais enceinte de la deuxième, j'étais en plein dans les sujets, des petits pots, des compotes et des machins quoi. Quand, à 1 an, c'est vraiment tes sujets. Et pas évident quand même de partir en étant enceinte avec déjà un enfant, c'est quand même, pas évident comme situation, tu vois? Comment tu l'as vécu toi? En fait, moi, j'ai plus de difficultés à rester dans une boîte, ou dans quelque chose qui me plaît pas, qu'à partir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, plus tard, «Oh, je suis hyper admirative du fait que tu sois partie de chez McKinsey, du fait que tu sois partie, monter une boîte», notamment enceinte d'ailleurs, et moi, je trouve qu'en fait, pour moi personnellement, hein, il me faudrait plus de courage pour rester dans une entreprise et je sais que mon mari, par exemple, il comprenait pas que je reste pas dans l'entreprise. Il me disait: «Mais attends, mais tu restes 6 mois, tu fais ton congé mat tranquille». Il y avait en plus je perdais beaucoup d'argent à partir parce que j'avais des actions de la boîte que du coup j'obtenais pas si je partais maintenant et en vrai, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'aurais gagné beaucoup d'argent, disons plutôt. Mais en fait, moi, je lui disais: «Mais je peux pas rester 6 mois, à être un peu, moyennement motivée. En plus, du coup, je vais partir en mauvais termes» et ça, c'est un de mes collègues de l'époque qui m'avait dit qui connaissait très bien le PDG parce qu'il était là depuis le début de la boîte. Il m'avait dit: «Tu sais, il vaut mieux que tu partes, maintenant, ça va te financièrement et cetera, c'est peut-être moins intéressant, mais tu vas le garder dans ton réseau et cette personne, tu as envie de la garder dans ton réseau. Vous allez, continuer à avoir des bonnes relations et cetera et plutôt que, bah, en fait, rester et qu'à la fin, ça finisse un peu en eau de boudin parce que, bah, toi, tu en pourras juste plus et lui, il aura l'impression de te payer, pour, pas à ta juste valeur, tu vois?» Et ça m'avait frappée, en fait. Ça revient aussi à ce qu'on disait sur le réseau et de fait, il y a quelque temps, j'ai eu besoin d'une recommandation. Je lui ai envoyé un texto, il est quand même, PDG d'une boîte du SBF 120, je sais pas, bon, je lui ai envoyé un texto, il m'a répondu tout de suite, avec plaisir, il m'a encouragée pour, mon lancement en politique, alors qu'il est pas forcément du même bord et tout. En fait, ça a plus de valeur pour moi, que l'aspect un peu financier d'être restée, quoi. Ouais, faut peut-être voir aussi le long terme, en fait. C'est un peu, c'est un investissement sur le futur finalement. Bah, c'est un peu ça et objectivement, je suis pas capable moi de rester et de faire, j'ai un peu du mal à faire le truc à moitié,
Je sais pas faire ça, et parfois j'aimerais, hein, vraiment parce que je pense que ça serait plus stratégique dans certains cas de figure, mais je sais pas. Moi, si je fais un truc, je le fais à fond ou je le fais pas bien, quoi. Mais Et comment l'a pris ton mari? Parce que c'est pas évident aussi t'es pas toute seule, en plus t'as une famille à ce moment-là. Comment lui il l'a pris? non, il a pas très bien pris. Ni le sujet, c'est que déjà, il venait aussi de se réorienter et donc c'était un plus sa boîte a coulé avec le covid, enfin, donc il était dans une galère un peu et il y a un moment, on s'est retrouvés tous les 2 au chômage en même temps, quoi. Sachant qu'on venait d'acheter un appartement et qu'on avait, 1 enfant et demi. On n'était pas très bien à ce moment-là. Lui, là, il l'a pas bien pris parce que, il fait partie de ces gens qui ont besoin de stabilité dans la vie. Aussi, je pense un rapport au risque et à l'argent qui est différent de moi parce on n'a pas le c'est pas est-ce qu'on vient d'une famille qui a plus d'argent que l'autre, c'est pas du tout ça, mais on n'a pas le même rapport au sujet. Il a plus peur de manquer d'une certaine façon, que moi. Donc voilà, lui, ça ne lui a pas trop plu. Mais bon, après, il n'avait pas trop le choix. Je lui ai pas trop laissé le choix, en fait. Et donc, tu as lancé Coquillette Club à ce moment-là. Donc, tu racontes que tu t'es un petit peu cherché, mais du coup, tu as lancé Coquillette Club. Donc, ce sont des aventures enquêtes pour les 3-7 ans autour de l'alimentation, avec notamment des envois de box mensuels. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'as monté ce projet? D'ailleurs, tu as eu le prix Femmes Forbes en 2024 et tu as été aussi lauréate de Impact Ulule. C'est ça, hein? Ouais. Donc ça fonctionnait bien. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est, parce que ça existe toujours, mais toi tu l'as quitté, ce que c'est, et puis comment tu l'as monté un petit peu? Ouais. Alors du coup, quand je suis partie, donc j'étais enceinte de 4 mois, je me suis, posé des questions. J'ai fait un parcours chance aussi, qui est une espèce de bilan de compétences. Je sais pas, j'ai rencontré plein de gens et cetera. J'avais pas forcément d'idées précises et je me rappelle, donc j'ai passé quelques mois à ouvrir mes chakras, quoi, et à me dire quelle idée je peux trouver et à découvrir aussi un peu tous ces sujets-là parce que, dans ma famille, il y a pas d'entrepreneurs, dans mon entourage, il y a pas d'entrepreneurs. Maintenant, il y en a quelques-uns parce que comme j'ai fait une école au commerce, il y en a un peu, mais en vrai, j'ai très peu de personnes autour de moi qui sont entrepreneurs et donc je me rappelle, j'étais dans ma cuisine et j'étais enceinte de, 9 mois, enfin, j'ai accouché une semaine après. Et j'écoutais un podcast en faisant la cuisine et là, la fille, parlait de, l'éducation à l'alimentation, de l'importance de ces sujets-là et cetera et là, je me suis dit: «Ah, il y a vraiment un truc à faire». Mais bon, donc je me suis dit: «Ça, j'ai envie que ça soit mon sujet». J'ai accouché, donc c'était pas trop le moment. J'ai fait un vrai congé maternité, en fait. Donc j'étais pas en congé maternité, d'entreprise si on veut, mais en soi, moi, j'ai considéré que j'étais en congé maternité. Donc j'ai pris T'as fait une pause, ouais. exactement la durée, enfin quasiment même un peu plus, la durée que j'aurais prise si j'avais été en entreprise, quoi. Et en fait, quand ma fille a commencé à être gardée, avec une nounou, donc là, on était en janvier 2023, elle est née en août. Et bah, là, à ce moment-là, vraiment, je l'ai déposée, enfin, la nounou est arrivée plutôt, parce que du coup, c'était chez nous. La nounou est arrivée, moi, j'avais pris un coworking. Je suis arrivée au coworking avec mon ordi et j'étais là, genre: «OK, je reste jusqu'à 18h» et je me suis mis dans un mood comme si j'étais une salariée. J'avais mon bureau, mon ordi et je faisais du 9h-18h, quoi. Hem et en fait, ça ça me permettait un peu de me cadrer et de me remettre dans le bain. Après, moi, je viens d'avoir mon bébé il y a 4 mois là, et j'ai jamais été aussi efficace que depuis que je suis maman. Parce que comme tu te dis: «Ce temps-là, je pourrais le passer avec mon bébé à m'occuper d'elle», bah, là, tu vas à fond, quoi. Tu es pas en train de scroller sur ton téléphone, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça te décuple une énergie quand même que moi, j'avais pas avant. Hem, mais je sais pas. J'ai pas ressenti ça. Je me dis, enfin, tu vois, je dors pas beaucoup la nuit. Elle fait toujours passer nuit et tout, et j'ai une énergie parce que bah comme t'es obligé de tout faire en fait, je trouve que t'as plus de motivation. Moi, pour tout te dire, le moment où j'étais le plus efficace, c'était pendant le covid, quand j'étais confinée et que j'étais enceinte et que j'étais tellement crevée que je devais faire la sieste entre 15h et 17h. Mais comme c'était le covid, personne ne le savait que je faisais la sieste et en plus, mon boss était au courant que j'étais enceinte. Du coup, en fait, j'étais super efficace le reste du temps. Ouais, ouais. Crevée et que enfin, on n'était pas dans des conditions optimales. Donc je sais pas. Est-ce que depuis que je suis maman, moi, j'ai quand même l'impression d'avoir un brain, un mommy brain. Donc peut-être que je suis plus efficace, mais j'ai aussi tellement plus de trucs à gérer que à la fin, bon, bah
T'as pas ressenti ça. Après, peut-être quand on en a 2, c'est différent que quand on en a un. De coup, quand j'en avais un, ouais. En revanche, tu relativises beaucoup plus. Ça, par contre, s'il y a un truc qui se passe, qui est mal fait, qui est machin, bah, je vais quand même le prendre à cœur, mais bon, moins. Franchement, moins. Tu vois. C'est vrai que t'es moins perfectionniste et t'es plus faut que ça sorte, faut y aller. Et du coup, ça avance plus, je trouve. Mmh. Et puis moins stressé par ton boulot dans le sens où moi, je rentre chez moi, je vais plus avoir plein de problèmes dans la journée. J'arrive, j'ouvre la porte, il y a mes enfants qui me sautent dans les bras. Et en fait, même si c'est le tunnel du soir et c'est un peu le moment de l'enfer, juste, je me dis: «Mais c'est incroyable, c'est trop bien». Enfin, moi, j'adore être maman. Je trouve que c'est incroyable d'être parent et il y a des femmes et des hommes qui ont pas envie d'être parents et tant mieux, mais enfin, tant mieux pour eux, je veux dire, mais moi, je trouve que c'est incroyable. Et du coup, bah, en fait, tout le reste, ça te paraît être mais vraiment, tout petit, quoi, par rapport à juste, essayer de serrer ton enfant dans ses bras et de rigoler, de l'entendre rigoler, quoi. Donc ouais, moi, c'est beaucoup relativisé, en fait. Ouais, ça te ancre dans le moment présent aussi, je trouve. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et donc, t'as lancé Coquillette Club à ce moment-là. Donc, En rentrant de congé maternité, même si, je l'avais créé par moi-même parce qu'en fait, ça n'avait aucune différence. Et ce que j'avais en revanche, c'est que j'avais, mais un peu comme tout entrepreneur qui se lance, un énorme, tic-tac, financier. Parce que du coup, j'avais, en gros ma rupture conventionnelle, plus, ce que j'avais négocié et quelques économies et une fois que c'était fini, ben, j'avais plus de moyens, quoi. Et donc ça, franchement, j'ai trouvé que ça avait pas trop aidé parce que dès le début, tu te mets dans un truc de: «Oh là là, faut que j'ai plein de clients, faut de machin» et donc tu te précipites presque, enfin, j'ai trouvé que je m'étais précipitée pour certaines choses, parce que j'avais un peu trop cette pression et en plus, j'avais mon mari qui me mettait une sacrée pression et donc voilà, donc je commence à me dire j'ai envie de faire quelque chose autour de l'alimentation des enfants. Je pense qu'en fait, on essaie de modifier nos comportements en tant qu'adultes, face à l'alimentation, alors que tout se joue dès l'enfance et qu'on pourrait de base avoir, des bonnes habitudes et moi j'ai eu cette chance-là parce que, j'ai eu une certaine éducation autour de ces sujets-là, qui était pas forcément, pensée comme une éducation, mais, de fait, je sais pas, j'ai jamais vu, ma mère, cuisiner, des lentilles en conserve, donc ça me viendrait pas à l'idée aujourd'hui de cuisiner des lentilles en conserve. Enfin, c'est un exemple débile, mais en fait, les habitudes que tu as enfant, bah, elles se gardent toute la vie. Et donc je me suis renseignée là-dessus. J'ai commencé à me dire: «Bah, je vais faire un produit plutôt qu'un service», parce qu'un service, il faudrait que ça soit, genre des cours ou des trucs, des ateliers pour enfants. Il faudrait que ça soit le week-end et moi j'ai 2 enfants, il est hors de question que je bosse le week-end et les vacances. En tout cas pas toutes les vacances et sûrement pas le week-end. Donc ce qui est assez marrant quand on pense que maintenant j'ai envie de faire de la politique, mais bref. Donc c'est hors de question. Donc je vais créer un produit. Qu'est-ce qu'il faut créer si on veut, changer le regard des enfants sur l'alimentation? Bah, plutôt commencer, dès le plus jeune âge, donc plutôt l'âge maternel, parce qu'avant c'est vraiment des bébés, ils peuvent pas faire grand-chose eux-mêmes, et passer par le jeu et voilà et de fil en aiguille, j'ai créé en fait un produit autour de ça. Donc j'étais toute seule. J'ai fait une campagne Ulule, assez vite justement, un peu ouais, très rapidement. J'ai commencé à avoir mes premiers clients et j'ai rencontré, une fille qui s'appelle Meryl qui avait un projet, qui avait pas mal de points similaires et on ça nous a toutes les 2 donné envie de s'associer et du coup, je suis passée de mon projet que j'avais fait de mon côté, qui s'appelait Les Papilles Vertes à l'époque, à, lancer un projet ensemble. Donc on a un peu revu ce que j'avais déjà fait. Elle a apporté aussi ses éléments et cetera, qu'on a appelé Coquillette Club et qu'on a lancé ensemble. Mais, assez vite, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, ça marchait bien en termes de, tu as des prix, c'est un sujet qui évidemment un sujet très positif donc en fait, les gens te disent tous que c'est génial, tu as des assez facilement, relativement, mais ça va, des retombées presse et cetera. Mais en fait derrière, il faut quand même, en vivre. Il faut avoir des clients pour en vivre et ça, je voyais pas du tout à quel horizon, temporel, acceptable pour moi, on allait pouvoir faire ça. ouais, parce que vous étiez 2 en plus. En plus, on était 2 mais enfin, c'était même pas ça le sujet à ce niveau-là. Mais du coup, moi, il est quand même arrivé un moment où, Meryl était depuis donc mon associée était depuis plus récemment sur le projet et elle avait aussi un peu plus de temps devant elle et je lui ai dit: «Bah, écoute, en fait, là, juste moi, ça tient pas, quoi, financièrement, ça tient pas». Et il y a 2 aspects, c'est-à-dire que du
d'une part, très pratiquement, c'est juste pas possible pour moi de continuer le projet, mais aussi, et là, on n'était pas d'accord, pour moi, c'était aussi un marqueur. C'est-à-dire que je me suis dit: «Je suis pas sûre qu'il y ait un business rentable au bout». C'est pas juste une question d'attendre 6 mois, parce que 6 mois, bon, je suis pas à la rue, tu peux te débrouiller, tu vois? Mais en fait, je visualisais pas non plus, quelque chose d'économiquement viable dans l'ambition que moi j'avais, à 6 mois ou à 1 an ou à 2 ans. Et du coup, bah, là, on était plus trop alignés. Oui, tu avais ton truc un peu d'école de commerce où toi, tu avais ton cœur qui était bien sûr pour ce projet-là, mais en même temps, tu avais ton côté un petit peu cerveau, analyse du business et tu te disais, bon, ça va pas le Bah, faire, ouais, quoi. c'est ça. Et du coup, en plus, on n'était pas d'accord. Donc, à partir du moment où tu es pas d'accord, peut-être qu'elle, et c'est tout le bien que je lui souhaite, en fait, elle avait raison, mais du coup, on n'était pas d'accord, quoi. Donc ça pose un petit problème quand tu es associé. Et moi, en fait, pour moi, une entreprise, si elle est pas viable, elle n'a aucun sens. Enfin, c'est-à-dire que oui, c'est sympa, on s'amuse en tant qu'entrepreneur, on apprend plein de trucs et cetera. Mais à la fin, mon but premier, c'était quand même d'avoir un impact positif sur le monde. Et ben, je l'ai eu et il existe toujours parce qu'il suffit d'avoir un client pour en avoir un, et on avait beaucoup plus qu'un client. Mais j'avais quand même beaucoup plus d'ambition que ce qu'on arrivait à atteindre et ce que je visualisais sur les 3 prochaines années, quoi. Et elle a continué de la même manière, ça en est où à peu près maintenant? Alors j'ai pas, tout, enfin je suis ce qui se passe, mais après je suis pas dans tous les détails. Elle a continué, elle essaie de développer un peu plus, différemment surtout les réseaux de distribution. Parce que du coup, c'était, vraiment un produit qu'on commandait en ligne et que les gens recevaient chez eux. Donc là, je sais que par exemple, elle est en boutique. Elle essaie aussi de faire des trucs, vis-à-vis des écoles, des professionnels de santé et cetera. Après, je sais aussi que c'est toujours compliqué, mais bon, c'est rarement simple l'entrepreneuriat. En tout cas, je la trouve toujours motivée, donc je sais pas si je sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est l'impression que j'ai, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, je continue de suivre, mais en même temps, c'est plus trop, enfin, c'est plus trop mon quotidien, quoi. Et comment tu l'as vécu un peu de lâcher, ton bébé un peu parce que, ça avait quand même une grande valeur sentimentale pour toi, j'imagine? C'était la boîte que tu avais créée, en devenant maman, pour la deuxième fois et ça doit pas être facile de laisser ton projet à quelqu'un d'autre et toi de te dire: «Bon, bah, je dois le quitter». Comment tu as vécu ça? Ouais, alors on m'a posé plein de fois cette question. C'est hyper marrant. Et en fait, parce que beaucoup de monde imagine un peu ce que tu dis. Moi, j'ai pas mal vécu. Parce que déjà, c'était quand même pas que mon bébé. Enfin, j'avais créé quelque chose avant qui a vraiment apporté, comme fondation et cetera. Mais Coquillette Club, on l'a vraiment créé à 2. On a changé de nom en s'associant et cetera. Donc c'était pas que le truc de Rose. Donc l'esprit qu'on avait insufflé et cetera, elle le continuait vraiment. Donc il y avait pas ce truc-là de, «Ah, c'est mon truc et c'est plus mon truc», quoi. Il y avait pas ça. Et puis en plus, on s'est, séparés, en très, très bons termes. Et ça aussi, enfin, on y a fait attention. Et ça permet aussi quand même que les choses soient beaucoup plus agréables, je pense, à la fois pour elle et en tout cas sûrement pour moi. Et après, bah, moi, en fait, j'ai un aspect très, rationnel, où, si je considère que je n'y crois plus d'une certaine façon, bah, je passe à autre chose. Et ça revient à tout ce que je disais de quand, en gros, il y a un truc dans lequel, je suis plus à fond, bah, je peux plus, quoi. Donc pour moi, c'est plus simple d'en sortir que d'y rester. Et donc en fait, ça a été psychologiquement presque, enfin, ouais, plus facile de partir. Alors ça a pas été facile de lui annoncer que je voulais partir. Et on a quand même dû, voir quelques aspects administratifs, négocier des trucs ensemble. Enfin, tu vois, c'est quand même pas si facile à faire. Mais globalement, heu, ça a pas été trop dur, quoi. Le projet, qui continue d'exister. Et en fait, moi, j'ai cette grande chance que c'est j'ai pas réussi à faire à faire de ce projet ce dont j'avais envie, mais j'ai cette, grande chance que ça existe toujours. Donc c'est pas, tu as passé 3 ans sur quelque chose qui est jeté à la poubelle parce que tu, fais une liquidation judiciaire et puis voilà. Bah non, en fait, là, tu peux toujours, c'est toujours commandable et les produits existent toujours. Et c'est encore même, ça va plus loin maintenant parce qu'elle continue de développer des trucs et cetera. Donc de ce point de vue-là, c'est hyper chouette pour moi, quoi. Oui, il y a un côté, tu pas besoin d'y être et pour le voir, grandir, en fait. Ouais, tu as pas les risques d'une certaine façon. Et en même temps, tu quand même, enfin moi je suis quand même, très contente de voir le projet se développer et de voir l'impact que ça peut avoir et cetera, quoi. Et alors, parle-nous un petit peu de ton entrée en politique. Il y a eu un petit délai quand même, hein, entre quand tu as quitté, Coquillette Club et que tu as décidé de te lancer en politique. Est-ce que ton père a fini par te convaincre? Comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'avais encore Coquillette Club. En fait, j'ai commencé à m'y intéresser, au même moment que j'ai lancé, l'entreprise, au moment où j'ai accouché de ma deuxième. Parce que, le fait d'avoir des enfants, et plus la deuxième que le premier, parce que je pense le premier, on était juste dans les couches et les galères, et la deuxième, c'était plus facile d'une certaine façon. Moi, ça m'a vraiment fait repenser, la vision que j'avais du monde et de l'action que nous, on a dans le monde. J'ai pas l'impression d'être une personne différente, depuis que je suis maman, même si je le suis sûrement, mais c'est pas le truc que je ressens le plus. Mais en revanche, je me dis, moi, j'ai eu, 34 ans de vie, vraiment très chouette. J'ai eu beaucoup de chance, dans ma vie. J'ai jamais eu d'énormes problèmes. Enfin voilà, les choses se passent vraiment globalement plutôt très bien pour moi dans la vie. Et donc au pire, si la planète explose dans 5 ans, c'est pas grave. Enfin, c'est un peu bête, mais bon, j'aurais vécu au moins 34 ans, trop chouette. J'ai pas du tout envie de vivre 5 ans dans les flammes et voilà. Mais bon, alors que mes enfants, je les regarde et je me dis, bah, eux, donc à l'époque, ils avaient 0 et 1 an et demi, mais voilà, ils ont 3 ans, ils ont 5 ans. Bah, en fait, ils sont au tout début. Et je voudrais que ce que moi j'ai vécu, bah, ils le vivent aussi. Enfin, la chance que j'ai eue et le bonheur que j'ai eu, de vivre et la joie que j'ai de vivre d'une certaine façon, ils aient la même. Parce qu'ils naissent, dans une famille, aimante, aujourd'hui sans problème, tu vois? On n'est pas dans une zone de guerre et cetera, bon, on n'est pas à la rue. Enfin voilà, je comprends bien que pour d'autres personnes, c'est quand même pas la même chose. Mais du coup, il y a vraiment eu ce truc-là. Et par ailleurs, le sujet de l'éducation alimentaire, c'est quand même un sujet nous, on s'adressait aux familles, mais en vrai, c'est quand même un sujet assez politique. Parce que c'est beaucoup lié à l'éducation dans le France Éducation nationale, c'est beaucoup lié à des politiques, publiques de ce que peuvent faire les collectivités, les mairies et cetera. Du coup, forcément, ça m'a, un peu intéressée, même si nous, en termes business, on pouvait pas y faire grand-chose. Bah, j'ai quand même commencé à m'intéresser un peu à ce qui se faisait politiquement autour de ces sujets-là. Du coup, il y avait un peu ce double truc et en fait, ce qui est marrant, c'est que, au début, je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer de m'investir un peu à l'échelle d'un quartier, je vais faire quelques trucs» et là, pour le coup, c'est très lié à mon histoire familiale. Moi, j'ai mis un micro bout d'orteil en me disant, «Je vais pas faire grand-chose, de toute façon, j'ai un tout petit bébé, une entreprise à gérer et cetera» et je me suis fait bouffer tout entière, quoi. Très vite, je me suis dit: «En fait, ça m'intéresse beaucoup plus que juste, faire, 2-3 petits trucs, et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que, juste, vaguement faire aboutir, un vite fait projet de quartier, dans 5 ans, quoi». Ouais, c'est marrant parce que bah nous on s'est rencontrés donc il y a 1 an parce que t'avais organisé un dîner pour les femmes Forbes et j'avais déjà senti un peu chez toi ce côté t'as envie de rassembler, créer du lien, un peu une communauté et finalement ça ne m'étonne pas que tu te lances en politique parce que c'est un peu la même chose quoi, c'est créer du lien entre les gens. Bah, ce qui est marrant, c'est que ça n'étonne personne, en fait. Moi, vraiment, au début, j'ai quand même passé, 1 an à le dire à quasiment personne. Je l'avais dit à mon associée parce que, bah, il fallait quand même qu'elle soit au courant que c'était des sujets qui m'intéressaient. Mon mari était au courant, mais et encore, franchement, je lui disais pas tout et pour pas trop l'angoisser et en fait, je le disais quasiment pas au départ, que l'aspect politique m'intéressait et quand j'ai réalisé qu'en fait, ça m'intéressait pas juste de vite fait faire des trucs, mais que j'avais vraiment envie d'être élue, de porter des projets, enfin même de travailler sur des sujets nationaux et cetera et que j'ai commencé à le dire autour de moi, mais les gens me disent: «Mais oui, c'est évident». Je le savais déjà, tu vois? C'est alors que Tu voulais pas le dire parce que tu trouves que la politique c'est pas très bien vu en ce moment? alors il y a un aspect où quand tu annonces que tu te lances en politique, enfin que tu t'intéresses à la politique, il me semble que le regard des autres sur toi change un peu. Enfin, il me semblait parce qu'en fait, pas tellement. Donc il y avait ça. Il y a aussi le fait que une grosse partie de mon entourage a pas les mêmes opinions politiques que moi. Donc c'est forcément un peu compliqué et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé à du coup à quand je me suis encartée, on dit, quand je me suis inscrite dans un parti et donc que j'ai commencé à rencontrer du monde et puis du coup, enfin, comme je disais, moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc j'allais vraiment aux réunions et cetera. Donc j'ai assez vite rencontré du monde et les gens ont assez vite commencé à me connaître. Ben, j'ai réalisé qu'il y avait tout un monde que je connaissais pas du tout. Moi, je croyais que je connaissais la politique parce que je me disais: «Bah, je sais pas, mes parents, ils ont fait de leur politique toute leur vie, je sais ce que c'est que d'être un député et un maire».
Oui, je sais ce que c'est que d'être un élu, mais en fait, je sais pas ce que c'est que d'être un collaborateur, que de monter un peu dans la hiérarchie d'un parti, d'obtenir une investiture pour une élection. Enfin, tout ce monde un peu, de conseillers politiques, de cabinets d'influence, c'est beaucoup lié au monde du droit d'une certaine façon. Moi, ça, c'est un truc où je connaissais personne, j'y connaissais rien, c'était un peu comme l'entrepreneuriat de ce point de vue-là. Hem, J'avais pas une personne autour de moi, qui était intéressée par la politique, à part mes parents. Vraiment, j'ai aucun copain, à qui ça viendrait à l'esprit, 35 ans et 2 enfants, de se dire: «Tiens, si je m'engageais dans un parti, j'allais passer mes week-ends à faire ça». Alors, peut-être la question qui me vient, c'est comment on vit de la politique quand on veut se lancer? Comment tu fais pour gagner ta vie en faisant de la politique au tout début? Alors, bah, c'est tout le sujet, de la politique qui, en plus, est un sujet assez compliqué à aborder, publiquement parce que, il y a un rapport très compliqué entre le citoyen et l'argent en politique. On dit toujours que les politiques sont trop payés. Enfin, c'est un sujet vraiment casse-gueule auquel il vaut mieux jamais parler quand tu es élu. Bah, non, c'est très compliqué. Comme t'es pas encore élu, du coup, tu peux nous expliquer? Bah, l'idée, c'est que tu ne gagnes pas d'argent. Donc en fait, tu dois trouver en fait, déjà, tu dois avoir un métier qui soit compatible. Donc en général, et c'est tout le problème, tout le monde fait le même métier. C'est-à-dire que tout le monde est soit, attaché parlementaire, collaborateur politique, enfin en gros travaille dans le monde politique, au mieux ou travaille en affaires publiques, enfin un truc qui a un lien avec la politique. Sinon tu bosses dans des associations quand tu es plus de gauche en gros, ça dépend un peu, des orientations politiques ou donc il y a tout ça ou alors tu fais du droit à la limite, c'est encore le plus exotique. Mais en gros tout ça c'est le même petit cercle, et ce qui m'avait beaucoup frappée, c'est que moi j'avais à peine mis un pied dans l'écosystème politique que j'étais allée on m'avait invitée à une soirée dans un cabinet de conseil en influence parce que je connais j'ai un copain d'enfance qui bosse là-dedans et vraiment j'étais arrivée à la soirée et je me suis dit: «Mais je connais déjà plein de monde». C'est pas drôle. Enfin, parce qu'en fait, c'est un tout petit monde. Donc évidemment, il suffit de connaître 3 personnes pour les croiser à cette soirée. Enfin, tout le monde va aux mêmes soirées. Donc voilà, c'est un tout petit monde et en général, les gens bossent dedans, ce qui pour moi est un énorme défaut parce que, du coup, tu es complètement déconnecté. Tu as que des gens qui font tous les mêmes métiers, et qui sont tous, des métiers, liés de près ou de loin, en gros, aux affaires publiques, quoi. Donc déjà, tu as ça. Et souvent aussi, tu as peu de contraintes. C'est-à-dire que typiquement, tu as pas d'enfants, en tout cas pas de jeunes enfants, parce que, les réunions, elles sont, le soir, en général entre 19h et 21h. Elles sont pas à 21h30 une fois que les enfants sont couchés, quoi. Elles sont vraiment entre 19h et 21h, ou le week-end, donc absolument pas compatible avec, la gestion d'enfants. Et donc moi, en vrai, je suis un énorme ovni dans ce truc-là. Une femme, ouais, il y en a, mais pas tant que ça. À de mon âge, avec des jeunes enfants, parce que tu peux avoir des femmes de mon âge, mais du coup, elles ont pas d'enfants, qui en plus exercent un métier qui a rien à voir avec les affaires publiques. Ça n'existe pas. Mais du coup, moi, c'est aussi ce qui me motive. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis: «Il faut que je réussisse à trouver la solution, enfin, il faut que ça fonctionne pour moi parce qu'il est important que je sois dans le paysage politique, au-delà du fait même que, je ça m'intéresse et que j'ai envie de faire ça, je pense par ailleurs que, on a besoin, enfin il est urgent, que des gens comme moi soient représentés et donc pour ça, il faut que j'y sois, quoi. Moi ou autre, mais si ça peut être moi, c'est bien. Et alors, tu peux commencer à être rémunéré, une fois que tu es élu, sur une liste? Ouais, mais honnêtement, quand tu es élu sur une liste, tu n'en vis pas. Parce que soit, bon, par exemple, si tu es élu dans un ça dépend de la taille de ta ville. Moi, j'habite entre Paris et la Drôme parce que du coup, j'ai grandi entre Paris et la Drôme, avec un père qui était député maire de la Drôme et que pour moi, ça a beaucoup plus de sens de m'investir politiquement, dans la Drôme, qu'à Paris. Et du coup, par exemple, à Crest, donc qui est la ville, où je suis, quand je suis dans la Drôme, ce qui est à peu près la moitié du temps, il y a 8 000 habitants, la maire, elle est payée un SMIC. Donc elle a un travail à côté, heu et heu et un adjoint, tu as 3 niveaux. Tu as le maire, tu as l'adjoint et tu as l'élu, juste, conseil municipal, quoi. L'adjoint, c'est quelques centaines d'euros et le conseil municipal, c'est encore moins. Donc en vrai, tu ne vis pas de quelques centaines d'euros et même tu peux ne pas avoir envie de vivre d'un SMIC. Alors il y en a qui vivent d'un SMIC, mais globalement, quand tu es maire d'une, commune comme ça,
t'avais pas un SMIC avant comme salaire, objectivement. Donc souvent, c'est des retraités ou des gens qui, par ailleurs, ont plein d'argent, donc c'est pas grave, ou des gens qui ont une profession qu'ils peuvent faire à mi-temps. Donc par exemple, avocat, ça marche bien. Et moi, en fait, le choix que j'ai fait, c'est plutôt de revenir, en fait, à ce que j'ai pu faire avant, c'est-à-dire, tout ce qui est autour de l'accompagnement d'entreprise et du conseil, parce que je peux faire des missions en freelance, organiser mon temps comme je veux entre Paris et la Drôme et être, rémunérée, mais sans avoir besoin, d'être, 5 jours sur 5, dans des bureaux, heu et où, tu commences un boulot et il faut que tu sois encore là dans 1 an, quoi. Aussi une difficulté du monde politique, c'est que, tu sais jamais si tu vas être élu. Donc c'est compliqué de se projeter parce que alors tu peux savoir quand sont les élections et encore, par exemple, là, on ne sait pas quand sont les prochaines législatives, mais tu peux savoir quand sont les élections municipales, par exemple, mais après, tu seras peut-être pas élu. Donc tu peux pas baser tout ton plan de carrière, et ton plan d'organisation sur le fait que, ta charge de travail en tant qu'élu sera tant et que tu gagneras tant. Heu, pour moi, c'est un sujet, énorme, mais c'est aussi, hem, tu le sais en t'engageant, quoi. C'est une des contraintes de l'engagement. Tu peux pas trop te plaindre parce que ce que je disais, c'est très mal perçu de se plaindre de ça et en plus, bah, il y a des gens qui galèrent quand même beaucoup plus dans la vie et juste, bah, si tu t'engages en politique, faut être au courant que c'est pas là où tu vas c'est pas là que tu vas gagner très bien ta vie avec un rythme de vie facile. En général, tu gagnes pas super bien et tu travailles beaucoup, quoi. Ouais. Alors après, ce qui m'interpelle, c'est que du coup, tu as quitté Coquillette Club parce que tu gagnais pas très bien ta vie et finalement tu pars dans un domaine où tu es pas sûre de bien gagner. Comment tu l'expliques? Parce que Coquillette Club, je le faisais à 100. Donc 100 de mon temps, je gagnais pas d'argent. Là, je me dis, il y a une partie de mon temps, enfin, je sais pas, il y a 80 de mon temps de travail, je veux dire, hein, qui est, consacré à, gagner de l'argent, enfin, à faire des missions, d'accompagnement. Puis en plus, du coup, j'accompagne des entreprises, notamment de la région, donc c'est assez sympa, enfin de la Drôme. Et il y a 20 de mon temps de travail peut-être ou, et puis, 50 de mon temps à côté, qui est consacré à la politique. Mais du coup, ils gagnent de l'argent en fait, pas par mon engagement politique, rien à voir, et si quoi que ce soit, ça me coûte parce qu'il faut payer des billets de train et cetera. Hem, mais je perds pas mais j'ai quand même, une source de revenus en fait. Ouais. Après, je trouve ce qui est super intéressant, c'est le côté, tu peux revenir finalement à ce que tu faisais au début d'une façon différente. Comme là, tu peux le faire en freelance qui va mieux te convenir pour après te dégager du temps pour avoir un métier plus passion. Donc je trouve que c'est super intéressant et ça peut être une piste de reconversion pour les auditrices justement de se dire: «Bon, bah, est-ce que je peux pas exercer mon métier en freelance, faire ça, à, 50 80 pour pouvoir à côté développer, quelque chose qui me tient plus à cœur?» Et alors comment tu vois la suite? Quel serait ton plus grand rêve professionnel? Tu as eu déjà 1000 et une vies professionnelles, mais quel est ton plus grand rêve, pour la suite? C'est compliqué parce que, en fait, c'est une question à laquelle, c'est un peu compliqué de répondre parce que, politiquement, tu dis pas ce que tu veux faire. Enfin, mon rêve n'est pas de devenir présidente de la République, mais si c'était le cas, je le dirais pas. Heu, du coup, tu peux pas vraiment répondre à cette question-là, parce que ça t'engage trop et enfin, parce que ça t'engage trop. Mais je pense que tu vois, mon rêve, je le vois pas tellement dans un aspect professionnel, en fait. Je le vois plus dans un côté derrière, je serais juste, en fait, mon plus grand rêve, je pense, c'est de trouver un équilibre entre tout ce qui m'anime. Tu vois? À la fois, moi, je suis hyper comblée, par le fait d'être maman, mais en vrai, ça me va très bien de pas voir, mes enfants, 3 soirs dans la semaine. Parce que, parce qu'en fait, j'ai aussi besoin, faire des trucs qui ont rien à voir justement avec la parentalité. Et donc typiquement la politique et dans la politique, je m'intéresse pas plus que ça au sujet d'éducation et de parentalité. J'aurais plein de trucs à dire et il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais j'ai pas trop envie de creuser ça parce que justement j'ai envie de faire autre chose et c'était d'ailleurs un peu un truc qui m'embêtait dans l'entrepreneuriat, c'est que j'avais quand même une entreprise qui était très tournée autour de la parentalité et en fait, ça me sortait moins de mon Ton quotidien. quotidien? Ouais. Tu as besoin de te réaliser dans totalement autre chose, quoi. Bah, ouais, en fait, j'ai besoin de faire plein de trucs différents et je pense que mon rêve,
qui pour l'instant, ça tient plutôt, mais c'est de réussir à trouver cet équilibre, et d'être, pas frustré de, soit, pas avoir assez ses parents, ses enfants ou, soit, pas, aller aussi loin que tu voudrais, dans ta carrière ou pas aller aussi loin que tu voudrais dans les centres d'intérêt que tu peux avoir. Enfin, hem, ouais, je pense que c'est vraiment cet aspect-là, mais ça se mesure pas sur un poste ou, même si je te disais un poste, en fait, in fine, peut-être que si je l'obtenais, ben, j'en serais pas heureuse, tu vois? Et donc heu, en revanche, je serais forcément heureuse d'avoir trouvé un équilibre, quoi. Ouais. Oh, mais c'est une bonne réponse et ça résume plutôt bien finalement ton parcours et bon, c'est une quête qui est pas facile à atteindre. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Un conseil, qu'on t'a donné et que tu aurais envie de partager aux auditeurs? Il y en a 2 qui me viennent en tête, c'est des trucs très basiques, mais très wishy-washy, mais quand même, ils me paraissent très justes. Un, c'est, je sais plus qui a dit ça, ça doit être une citation qu'on peut retrouver facilement, mais qu'en gros, on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Et en fait, ça, moi qui ai justement 10 ans d'expérience professionnelle, et 10 ans d'expérience un peu en tant que, adulte mature, disons, plus étudiante, machin, bah, je vois vraiment cet aspect-là. Je vois tout ce que, j'aurais pu accomplir en 10 ans et que j'ai pas fait ou au contraire tout ce que j'ai fait quand tu repenses au toi d'il y a 10 ans. Donc ça peut être à la fois un côté un peu regret de: «Ah zut, j'aurais quand même pu faire ça» et aussi un côté très positif et ça, je trouve que se rappeler ça et cette notion un peu de temps long mais qui in fine est pas si long, je la trouve très forte et l'autre chose, et ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de m'appliquer au quotidien et c'est pas franchement, si facile, c'est on peut jamais se tromper avec la vérité. Même moi quand j'ai, et c'est surtout très valable politiquement, mais pas que. Quand il y a quelque chose où j'hésite, je sais pas trop comment répondre, je sais pas trop comment gérer la situation, j'essaie toujours de me rappeler de ça et de me dire: «Bah, en fait, le mieux, c'est probablement de dire la vérité». De dire les choses telles qu'elles sont. Je dis pas qu'il faut toujours tout dire et cetera, c'est pas dans ce sens-là, mais parfois tu es embêté parce que, on te pose une question, tu te dis: «Ah, est-ce que je dois vraiment dire la vérité? Je sais pas trop quoi dire», mais en fait, je trouve que tu peux pas te tromper, notamment parce que plus tard, tu pourras toujours te rappeler de la vérité alors que tu pourras pas te rappeler de tous tes des trucs faux que tu as pu raconter. Et du coup, tu peux pas te contredire avec la vérité et en fait ça, même si tu peux changer d'avis, mais tu peux pas te contredire et du coup ça, je trouve ça hyper fort en fait, dans la gestion des relations aux autres, notamment dans un engagement public, mais même je pense dans la vie avec, ton entourage, tes amis et cetera. Oui et puis c'est assez vrai finalement par rapport à ton parcours puisque, tu as toujours eu en fait ta vérité à toi de ce que tu as envie de faire et tu t'es pas trompé parce qu'à chaque fois tu as suivi ce qui était vrai pour toi et ce qui t'animait et tu as toujours suivi, tu as toujours, voilà, suivi ton instinct aussi. Mmh et après, ta vérité, elle a le droit de changer. Enfin, moi je pensais pas du tout la même chose, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30, quand j'avais 35 et sûrement dans 5 ans, je penserai encore des trucs différents et ça c'est heureusement, quoi. Ouais. Un grand merci, Rose, pour tes conseils. Je pense que ce sont des super conseils. C'est vrai que moi aussi, ça me fait réfléchir à ce que j'ai accompli là, ces dernières années et aussi pas trop se mettre la pression, sur l'année à venir parce que, petit à petit, on arrive à construire, quelque chose de grand. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Donc je mettrai tes réseaux pour, que les auditeurs, puissent te suivre. Merci beaucoup, c'était très chouette comme expérience. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion